Bonjour tout le monde, bienvenue à cette journée SIG de l'Université Laval. Donc aujourd'hui, moi et ma collègue Amélie Thériault, nous allons vous présenter le projet de cartographie de zones inondables que l'on mène ici à la CIEM Québec. Donc tout d'abord, je me présente, je m'appelle Frédéric Lafrance, je suis géomaticien et développeur informatique ici à la CIEM Québec. Donc, j'ai un baccalauréat en géomatique appliquée et un certificat en informatique de l'Université de Sherbrooke, et puis une maîtrise en géomatique, c'est en géomatique appliquée à l'Université Laval de type recherche. Et puis ma collègue ici va se présenter. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Amélie Thériault. Je suis graduée de Génie des eaux de l'Université Laval, puis j'ai une maîtrise en hydraulique de l'INRS, l'Institut national de la recherche scientifique. Donc, le projet qu'on va vous présenter ici, le titre, là, c'est Cartographie de zones inondables, contribution conjointe de la géomatique, la géomorphologie et de l'ingénierie. Donc, on va mettre l'accent sur le travail multidisciplinaire du projet tout au long de la présentation. Donc, le contexte d'initiation du projet, euh, souvenez-vous, en 2017-2019, les inondations majeures qui sont survenues au Québec, entre autres en 2017, lac de Montagne, Rivière-des-Mille-Îles, un peu partout, à Montérégie, Laurentide. 2019, en Beauce, Outaouais, Abitibi, Montréal, bref, il y en a eu également un peu partout au Québec. Et suite à ça, le MSP a déposé un programme provincial pour actualiser et ou produire la cartographie des zones inondables sur des bassins versants jugés prioritaires. Donc, la CIEM Québec, ainsi que 7 autres mandataires, dont la CMM qu'on retrouve également à Montréal, qui est la communauté métropolitaine de Montréal, ont été mandatés pour mettre à jour la carte de zone inondable sur des rivières et des bassins versants qui sont jugés prioritaires. Donc, un petit arrêt sur c'est quoi la CIEM Québec. Donc, la CIEM Québec, c'est un organisme de planification, coordination et de financement qui regroupe 28 municipalités, dont euh, la Ville de Québec, la Ville de Lévis, entre autres, et plus de 820 000 personnes. Et les thématiques qui sont abordées là, au sein de la CIEM Québec, on a l'aménagement du territoire, l'environnement, le transport métropolitain, gestion des matériaux résiduels, gestion de risques et de résilience, qui est un nouveau volet ici abordé à la CIEM Québec, dans lequel s'inscrit notamment le projet de cartographie des zones inondables. Donc, les cours d'eau qui sont à l'étude, sachez que le projet, tout d'abord, a débuté en 2019. Nous avons été mandatés par le MAMACH, qui est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, avec les composantes, nous avons sélectionné 24 cours d'eau, ce qui totalise environ 415 km linéaires de rivières à modéliser. Et nous avons reçu un financement de 4 millions pour faire le travail. Donc, parmi les rivières, euh, parmi les 24 cours d'eau à l'étude, nous avons la rivière Jacques-Cartier, que vous connaissez sans doute, la rivière Saint-Anne-du-Nord, la rivière Montmorency, le Cap-Rouge, Etchemin sur la rive sud, la rivière Chaudière, notamment également, que nous avons. Et puis, bien d'autres cours d'eau aussi. Donc, au départ, la CIM Québec, en 2019, ne disposait pas d'une équipe complète là, pour faire le travail des zones inondables. Donc, la CIM Québec a rassemblé une équipe multidisciplinaire, ce qui comprend des géomaticiens, des développeurs informatiques, des géomorphologues et des ingénieurs pour combiner les forces et pouvoir faire la carte de zone inondable. Donc, nous avons ici là, identifié deux, si on veut, deux tâches principaux là, pour chaque discipline, mais il y en a d'autres. Nous avons vraiment ici identifié, selon nous, les deux plus pertinentes. Donc, si on commence avec la géomorphologie, vraiment, ce sont des experts. Ils ont également la connaissance sur la dynamique fluviale et des milieux physiques. Euh, et puis, ils sont vraiment partis beaucoup contrôle qualité sur la donnée produite. Donc, vraiment, tout ce qui est géométrie et intrant au modèle hydrodynamique. Ensuite, bon, le géomaticien et les développeurs informatiques, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure d'acquérir et de produire des intrants de qualité en finesse et en exactitude, hein, selon les règles de l'art et les normes en vigueur. Et également,
on essaie d'optimiser nos traitements de sorte à ce que ce soit de plus en plus efficace en automatisant, entre autres, ces traitements-là. Donc, vraiment toute la donnée géospatiale, hydrospatiale également qui sont au cœur de ces traitements-là. Et au niveau des ingénieurs, eux, vraiment, c'est eux qui vont réaliser les modèles, qui vont les calibrer. Donc, on parle des modèles hydrodynamiques. Donc, c'est eux qui vont les calibrer, les optimiser. Et puis, ce sont les experts en hydraulique. Donc, une grande collaboration qui se fait avec les géomaticiens et géomorphologues afin d'identifier quels sont les besoins en échelle, en classe pour les intrants au modèle hydrodynamique. Donc ici, ma collègue va reprendre le flambeau pour vous parler de la cartographie des zones inondables. Alors, merci Frédéric. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une zone inondable? Ben, en fait, c'est une étendue de terre qui va devenir occupée par l'eau à un moment ou à un autre. Donc, lorsque le cours d'eau déborde, ça peut être un cours d'eau, un lac, un fleuve. Ensuite, une cote d'inondation, ben, c'est un niveau qui est atteint par l'eau, mais selon une probabilité d'occurrence. Puis, une carte de zone inondable, c'est la mise en plan des cotes d'inondation. Si je donne un exemple avec un vocabulaire là, qui vous est peut-être familier, alors mettons une zone de grand courant pourrait correspondre à une cote d'inondation de récurrence 20 ans pour laquelle on aurait une chance sur 20 de subir une inondation, c'est-à-dire à peu près 5 il y a plusieurs méthodes de détermination de zone inondable. Par exemple, si on regarde l'image, c'est une photographie aérienne, donc pour laquelle on peut observer une inondation. Donc, à ce moment-ci, si l'événement observé est connu selon sa probabilité, ben, il ne serait pas nécessaire de faire des modèles. On pourrait tout simplement tracer la carte. Mais les informations sont généralement non connues et donc on se doit de faire des modèles. Les différents types de modèles qu'on réalise, il faut d'abord un modèle pour l'hydrologie, puis un modèle pour l'hydraulique. L'hydrologie, ça, c'est l'étude de l'eau sur un bassin versant qui nous permet de quantifier le débit qui va être amené au cours d'eau. Puis l'hydraulique, c'est une fois que l'eau est acheminée au cours d'eau, c'est toute l'étude de l'écoulement à surface libre dans la rivière, où est-ce qu'on va être en mesure de connaître plus précisément quelles sont les profondeurs et les vitesses, l'élévation de l'eau pour différents débits donnés. Dans les modèles, en fait, cela nous permet de représenter tous les processus naturels avec des équations mathématiques. Les principaux modèles ou équations intégrées au modèle hydrologique sont notamment des modèles d'infiltration, de ruissellement, des modèles d'écoulement souterrain. Puis pour l'hydraulique, on peut penser aux écoulements en conduit fermé, en conduit sous pression, des écoulements à surface libre, puis également tous les types d'équations qui entrent en jeu lors des écoulements dans des ouvrages hydrauliques, que ce soit des bassins de rétention, des ponts, des ponceaux, etc. Pour la réalisation des modèles hydrologiques, on a besoin de différents intrants, bien évidemment. Donc, ici, je vous présente les principaux. On a besoin d'un réseau hydrographique, d'un réseau pluvial, donc des conduites souterraines qui amènent les eaux de pluie, la connaissance des limites du bassin versant, mais également des sous-bassins versants, l'occupation du territoire et l'imperméabilité du sol et bien sûr la pluviométrie. Donc, c'est quoi la quantité de pluie qui tombe sur mon territoire? Une donnée en intrant super importante, c'est le MNT, donc le modèle numérique de terrain, qui lui entre en jeu tant dans le modèle hydrologique que dans le modèle hydraulique. Pour compléter les données des modèles hydrauliques, là, on a besoin d'une bathymétrie. Puis la bathymétrie, ça, c'est la topographie, mais laquelle est sous l'eau, donc submergée par l'eau. On a besoin encore d'un réseau pluvial pour les écoulements conduits, une connaissance de notre territoire pour appliquer des coefficients de friction. On a besoin des ouvrages hydrauliques, puis des lignes de rupture, qui sont notamment là, les formes du chenal. Pour tous ces intrants-là, les principaux que je présente, d'après vous, pour lesquels on aurait besoin des systèmes d'information géographique?
La réponse est assez simple, là, c'est à peu près tous. Donc, omis la pluviométrie. Mmh. Hem, Parmi, les principes fondamentaux de ce projet-là, bien, présente les 3 là, c'est un peu comme la ligne directrice. D'abord, c'est dans l'acquisition de données, parce que des intrants de qualité permettent souvent là, de limiter les hypothèses et donc de produire une carte de zone inondable de meilleure qualité. Donc, on s'est concentré d'avoir, une acquisition qui allait être identique pour les différents cours d'eau, qui allaient être à l'étude. Ensuite, la cohérence entre les méthodes, ça, c'est tous les mécanismes de traitement de l'information, et des données brutes. Donc, chaque intrant va être traité de la même manière, pour tous les cours d'eau et par les différentes méthodes, lesquelles vont se baser sur, des méthodes qui sont innovantes, issues de la littérature et qui respectent vraiment là, les règles de l'art, actuellement dans le domaine, notamment là, c'est ça, des SIG. Puis ensuite, les modèles qui vont être produits, ben, on les veut, hem, pérennes dans le temps et adaptés à chaque cours d'eau. Chaque cours d'eau a une dynamique particulière, donc on va être en mesure ensuite, si on a besoin de faire des mises à jour, que ce soit pendant qu'on les construit ou dans le temps, bien, que cette mise à jour-là se fasse de manière efficace. Donc, c'est Frédéric qui va vous parler là, plus précisément là, des, du Merci. merci. Merci, Amélie. Donc, pour systématiser là, les principes fondamentaux qui ont été présentés par Amélie à la dernière diapositive, nous avons mis en place un système semi-automatisé de cartographie de zones inondables qu'on appelle le SACSI. Donc, le SACSI là, c'est vraiment bon, un système qui regroupe l'ensemble des méthodes de traitement et d'intégration, OK, pour la mise en place des modèles hydrodynamiques. Donc, le système est développé en Python, donc dans des environnements d'Anaconda, pour ceux qui connaissent. L'avantage d'utiliser Python, c'est on a accès à toute la puissance de ce langage-là, donc librairies open source en sciences de données telles que les notebooks, TensorFlow, Scikit-learn, pour ceux qui connaissent. Et quand que, les librairies ne sont pas disponibles, en fait, quand on nous prend des fonctionnalités supplémentaires, on se dirige vers des librairies, tierces qui sont open source, dont Pedal, qui est une librairie qui manipule les nuages de points, qu'on vient intégrer dans le système et qu'on construit autour. Également White2Box, qui est une librairie, géospatiale, donc traitement géospatial et analyse spatiale également, qu'on vient intégrer et bien d'autres. Et puis, on pourrait également intégrer ArcPy, qui nous donnerait accès à toute la puissance d'Esri. On ne l'a pas fait dans le projet courant, étant donné on prônait l'open source et la collaboration plus ouverte, mais on pourrait le faire. Et puis, le système est hébergé sur un GitLab, qui est un site d'hébergement de code et bon, de collaboration entre les développeurs. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est assez similaire à GitHub. Et puis, nous avons l'architecture générale ici qui est présentée à droite du système. Donc, je vous la présente ici pour que vous puissiez en prendre connaissance. Donc, tantôt, quand on parlait de données de qualité et d'acquisition, en fait, on aimerait insister là, sur, bon, possiblement la donnée la plus importante quand on fait des modèles hydrodynamiques et des cartes de zone inondable, c'est la topographie. Donc, une topographie qui est numérisée à une échelle assez fine, comme pas trop fine, pas trop grossière, mais juste assez pour vraiment capturer les détails dans notre plaine inondable et dans notre rivière, afin de bien représenter l'écoulement et l'inondation. Donc, ici, en fait, j'ai un secteur sur la rivière des Hurons, qui est une de nos rivières à l'étude. Nous avons à gauche une topographie acquise via un lidar topo dans le proche infrarouge qui date de 2013. Donc, on avait une densité de points de 2,5 points par mètre carré. Et à droite, nous avons une topographie là, acquise via un lidar topo-bathymétrique, que je vais revenir plus tard, qui a été acquise en 2019.
Et puis, nous avons une densité de points de 15 points par mètre carré pour la topographie et 5 points par mètre carré pour la bathymétrie. Donc, déjà, quand on compare les deux images, c'est assez révélateur. L'image de droite bon, contient beaucoup plus de détails. On voit également au niveau du chenal qu'on est capable de bien identifier. À droite, nous avons la bathymétrie du chenal et à gauche, nous avons uniquement la surface de l'eau. Donc, toute cette bathymétrie-là, auparavant, en rivière, c'était très difficile d'avoir cette information-là, mais maintenant, avec le leader topobathymétrique, en fait, on est capable d'avoir cette information-là et puis à une échelle assez fine et continue. Donc, ce qui permet de vraiment bien représenter et bien simuler l'hydraulique dans la rivière. Et puis, bon, c'est vraiment important également d'avoir une bonne topographie pour, comme je disais tantôt, pour bien capturer l'inondation en pleine et bien simuler, et puis d'être près de l'inondation ciblée là, en termes d'exactitude et de finesse. Donc, au niveau du lidar topobathymétrique, c'est l'aspect innovateur du projet. C'est vraiment grâce à ce système-là que nous avons pu pousser, entre autres, nos modèles hydrodynamiques à une échelle beaucoup plus fine. Donc, ce qui nous permet d'aller numériser et d'aller reproduire l'inondation à une échelle plus fine et donc de se rapprocher de la réalité. Nous avons réalisé 2 levées, un en 2019, un en 2022. Et puis, ACM Québec a été les premiers là, au Québec à réaliser ce type de levée-là en milieu riverain, fluvial. Donc, grosso modo, comment que ces systèmes-là fonctionnent? Nous avons 2 capteurs à bord de l'avion. Donc, un capteur qui opère dans le proche infrarouge, donc un capteur classique donc vous savez, le proche infrarouge est sensible à l'humidité, donc ne va pas pénétrer dans l'eau. Par contre, on s'en sert pour identifier la surface de l'eau. Et puis, nous avons également un autre capteur qui opère dans l'optique vert du spectre électromagnétique. Donc, on est autour de 5,15, 5,32 nanomètres. Et puis, ce signal-là va pénétrer dans l'eau selon certaines profondeurs et selon différents facteurs. Donc, la profondeur elle va être contrôlée par des facteurs externes tels que la turbidité de l'eau, la végétation aquatique, le type de substrat dépendamment de la réflectance du substrat, peut avoir une absorption ou une réflexion du signal. Et bien d'autres facteurs également qui peuvent affecter la profondeur de pénétration du signal. Donc, on a observé des pénétrations, des profondeurs de 3 mètres sur nos rivières maximum. Mais sachez qu'en milieu, dans d'autres types d'environnements, comme par exemple dans les Caraïbes, on peut facilement aller chercher des profondeurs de 15 mètres et avec d'autres systèmes, parfois jusqu'à 50 mètres. Donc, voici les levées en 2019. En jaune, vous voyez les lignes de vol qui ont été effectuées. Nous avons un recouvrement de 20 altitude de vol de 500 mètres qui ont été réalisées à la mi-octobre, donc en période sans feuilles. Et puis cette année, en 2022, nous avons fait la rivière Saint-Charles et ses tributaires, donc la rivière Lorette du Berger, avec un recouvrement de 50 pour une meilleure densité de points et puis une altitude de vol un peu plus basse. Nous avons visé la période d'étiage estivale, fin août et septembre, afin d'avoir des niveaux d'eau assez bas pour augmenter nos chances d'avoir du signal, une meilleure pénétration du signal dans l'eau. Et les résultats sont très bons. Nous sommes contents des levées qui ont été faites. Vous voyez ici, j'ai une image que j'aimerais vous montrer sur la rivière Saint-Charles. Nous sommes près de la rue Jacques-Bédard, pour ceux qui le connaissent. Puis, nous sommes à la jonction de la rivière Jaune avec la rivière Saint-Charles. Et ici, vous voyez la bathymétrie qui a été acquise et la topographie qui a été acquise via notre capteur lidar topobathymétrique. Donc, vous voyez vraiment la rivière. euh, Vous voyez ici la bathymétrie ici qu'on vient chercher. On n'a jamais eu cette information-là auparavant sur la rivière Saint-Charles, là, du moins à mes connaissances. On est très content de ça. Puis, ce qui va nous permettre de vraiment bien venir asseoir notre inondation et d'avoir un niveau de précision de détail euh, assez élevé. Donc, on a une erreur altimétrique autour de 3 cm et une bathymétrie de 5 points par mètre carré.
Donc, on fait pas juste, avec le LIDAR, on fait pas juste une extraction de la topographie, de la bathymétrie, là. En fait, ces données-là sont extrêmement riches en informations, procurent beaucoup d'informations qui peuvent alimenter nos modèles hydrodynamiques. Donc, on a entraîné des modèles de classification, apprentissage machine sur nos différents jeux de données LIDAR. Donc, on a réussi à faire une normalisation de l'intensité afin d'avoir un seul modèle pour l'ensemble de nos jeux de données. Un modèle Random Forest pour l'instant qui a un niveau de précision globale IOU de 96%. Donc, ceci nous permet d'avoir des classes telles que enfin, les surfaces minérales, le gazon, la végétation, les bâtiments, tous les objets bas comme les voitures, les piscines, etc. Évidemment, la littérature et la science évoluent vraiment rapidement dans ce domaine-là de l'intelligence artificielle. Donc, pour tout ce qui est apprentissage profond et réseau de neurones convolutifs, déjà, il y a des choses il y a des algorithmes qui sont sortis là, comme ConfPoint qui permettraient sans doute d'améliorer en fait notre classification. Donc, on est en train de regarder ça aussi en ce moment. Donc, avec la classification LIDAR, on est capable de générer notamment des couvertures du sol de résolution fine, comme vous voyez à l'écran, puisqu'il y a certaines classes qu'on n'est pas capable d'avoir avec le LIDAR pour l'instant, on vient faire la fusion de données avec d'autres données comme l'eau ou les milieux humides. Puis, on s'en sert pour attribuer la friction dans nos modèles hydrodynamiques, le pourcentage d'imperméabilisation et l'infiltration. Donc voilà, ma collègue va reprendre le flambeau d'ici, à partir d'ici et jusqu'à la fin de la présentation. Merci. Merci Fred. Donc, on voulait vous présenter de manière plus précise là, un exemple concret. Donc, j'ai conservé ici là, un exemple qui réunit là, les différents champs de compétences. Donc, ce sont les lignes de rupture. C'est que conjointement, le géomorphologue et l'ingénieur, c'est ça, établissent là, les différents critères là, pour dessiner un chenal. Puis c'est avec le géomaticien qui, lui, est capable là, d'en extraire la géométrie avec des lignes. Puis, ce sont ces informations-là qui vont être intégrées au modèle hydrodynamique. Donc, ici, c'est un modèle avec le logiciel PC Swim. Donc, la manière que ces lignes-là sont extraites, ça permet une intégration vraiment facile directement dans le logiciel hydrodynamique. Donc, ce que vous voyez sur l'image de droite, les traits jaunes, ce sont des conduits, donc des tronçons, que ce soit des conduites ou un canal ouvert qui permet de transporter l'eau. Puis, les points bleus, ce sont des nœuds de jonction. Carré orange, ce sont des éléments de stockage, là, comme un bassin de rétention. Puis, on voit aussi un maillage là, 2D du logiciel PC Swim. On peut voir également que si on sélectionne un conduit du chenal, automatiquement, on peut y voir là, la forme, les caractéristiques, les coefficients de Manning. Eh bien, tout ça, c'est intégré de manière automatique au logiciel PC Swim. Un autre exemple ici, ce sont on voit très bien sur l'image de droite l'effet des lignes de rupture dans le logiciel ECRAS. Ces lignes de rupture-là permettent de bien définir le chenal, puis tous les points et le quadrillage, c'est le domaine 2D de calcul du logiciel. Puis ensuite, tout ça, ça permet une augmentation de temps puis de montage des modèles là, phénoménale, puisque tout est extrait de manière automatique. Et puis, quand on fait une simulation, on rentre un débit, eh bien, on peut voir après ça l'étendue d'eau qui arrive dans le modèle et sur le territoire. Donc, ensuite, il est possible de faire des simulations pour différents débits. Lorsqu'on augmente la quantité d'eau, eh bien, quel est son effet sur mon territoire, et ça de manière vraiment précise. Les défis de collaboration avec les divers champs d'expertise, là, ils sont vraiment nombreux. Notamment, là, si on regarde par rapport à la géomorphologie, comme c'est une connaissance là, qui est vraiment large là, du domaine physique, donc c'est comment amener ça
de manière opérationnelle et numérique. Donc, il y a des traitements d'analyse spatiale, la télédétection, l'intelligence artificielle. Donc, ce sont des défis qui sont rencontrés. Ensuite, en ingénierie, bien, évidemment, c'est d'essayer le mieux possible de représenter ce qui est observé en simulé pour faire des projections. Juste ça, c'est un défi en soi. Puis aussi, ben, c'est un peu essayer d'élargir le champ d'application là, classique de l'ingénierie ou de l'hydraulique, là, qui a, de tradition est associé à une conception de structure. Là, ben, pour regarder le phénomène d'écoulement de l'eau et d'inondation, là, vraiment dans son ensemble, mais toujours à essayer de conserver la même rigueur. Euh, les défis rencontrés pour la géomatique, ben, c'est beaucoup de filtrer la quantité d'informations des leaders pour essayer de l'optimiser, pour optimiser les temps de traitement, optimiser également l'utilisation de ces données-là. Puis aussi, ben, il est arrivé que les modèles de calcul hydrodynamique, ben, ils ont une certaine limite eux aussi, ben, il a fallu donc filtrer certaines informations et ça, mais pour quand même toujours essayer d'avoir un niveau de qualité supérieur. Puis, de manière plus générale, là, entre les différents champs d'expertise là, pour arriver à travailler ensemble, ben, la clé, là, c'est la communication et l'ouverture. En fait, je trouve que ça a vraiment été très important de bien comprendre les différents besoins de chacun. Puis ça a demandé beaucoup d'efforts intellectuels et d'apprentissage. Puis ça, ben, c'est des efforts qu'on est vraiment fiers, puis que tout le monde dans l'équipe, ben là, a vraiment sorti grandi de ça. Donc, on espère que vous avez apprécié ce bref aperçu là, du projet de cartographie des zones inondables à l'SCM Québec. Puis, on vous souhaite également une excellente journée SIG. Merci.